Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous sur le chat, bonne année à tous sur YouTube. Ce soir, j'ai préparé un live avec pas mal de données. On va parler de DCA et on va parler aussi d'un petit peu de l'évolution des cycles sur le marché crypto. Avant de rentrer dans le gros du sujet, on va passer quelques petites news. Première news que j'ai mis de côté, le token OKB d'OKX qui est à présent dans le top 10. À prendre avec des pincettes parce que c'est le cas sur CoinGecko, sur CoinMarketCap. Bah vous voyez qu'il n'est pas du tout 10e, hein, c'est Polygon qui est 10e. Le OKB, si on va le chercher, il est que 28e. C'est louche tout ça. Bah en fait, c'est juste que CMC, donc CoinMarketCap, considère qu'il y a 60 millions de OKB en circulation et CoinGecko considère qu'il y en a, faut cliquer dessus pour aller voir, mais c'est dans les 250 millions, c'est ça, 251 millions. Alors, du coup, je sais pas lequel est le plus pertinent, mais déjà, pour nuancer un petit peu mes propos, CoinMarketCap, faut pas oublier que ça a été racheté par Binance. Donc, ils ont quand même pas comme intérêt à mettre d'autres tokens d'exchange dans le top 20 des cryptos, on va dire. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait juste petite entourloupe de la part de Binance. Hop, on fait genre, non, c'est le bon prix, mais l'offre et circulation, vous regardez. De toute façon, les gens, ils regardent pas les tokenomics, ils s'en battent les couilles. En plus, OKB, pour le coup, on va en parler, mais sur ce cycle, il a fait vraiment très peu de baisse. Hein. Si on se met en maximum, on va voir que son ATH sur le cycle... Allez, on va prendre l'ATH de mai, c'était dans les 40 $. Là, il se situe autour des 30 $. Le truc, il a moins 30% en fait. Alors certes, il était descendu à 10 $, mais ça faisait que moins 75. Et il y a plein d'alts qui sont à moins 80, moins 85, moins 90. Et encore pire. Avant de passer toutes les autres news, j'ai créé un compte TikTok. Je hais cette plateforme. Pour être honnête avec vous, je hais cette plateforme. Je l'ai créé parce que, j'en ai parlé dans un autre live, je suis devenu ce qu'on appelle un influenceur crypto. Wow, ça vole pas haut ici. Et du coup, par rapport au partenariat que j'ai avec Realty, j'ai besoin de faire un peu de contenu court. Et il n'y aura pas d'exclus sur TikTok. Si vous me suivez déjà sur YouTube, c'est le même contenu, c'est les shorts que je reposte là-bas. Voilà, je crois que je l'avais pas dit que j'avais ouvert un TikTok comme ça. Hop, voilà, c'est calé ici, c'est fini. Allez, deuxième news. J'ai remarqué un truc bizarre sur le stablecoin MAI. J'ai été dans leur groupe Telegram, je leur ai dit un peu ce que j'avais trouvé et je leur avais demandé de m'expliquer. Je suis pas ultra convaincu par la réponse. Alors, il y a une explication quand on va parler d'un bridge, vous allez voir, mais il y a un autre truc que j'explique pas trop. Bref, CoinGecko utilise l'API de MyFinance. Ça veut dire que quand CoinGecko vous affiche qu'il y a 52 millions de mailles en circulation, c'est pas CoinGecko qui dit hop, je te sors une valeur de mon chapeau magique. Non, il utilise l'API de MyFinance, donc c'est MyFinance qui dit qu'il y a 52 millions de MAI en circulation. MAI, hein, le stablecoin. Voilà, il y a 52 millions de mailles en circulation, mais quand on va sur multi-chain, sur le bridge, il y en a 86 millions dans la pool de Polygon. C'est quand même un drôle de hasard qu'il y ait autant de mailles dans la pool de Polygon. Alors, l'admin sur le groupe de Telegram de MyFinance m'a dit que c'était par rapport au fait que quand on va bridger des mailles, on veut être sûr d'en avoir à la blockchain de destination. Donc il y a des mailles en fait qui sont bloquées. Je me souviens plus trop exactement des détails, mais en gros sur les 86 millions de mailles, il n'y en a pas 86 millions qui peuvent être bougés, tout simplement. Bref, mais est-ce qu'ils peuvent être sortis du bridge? Ça par contre il m'a pas dit. L'explication je la trouve un petit peu bancale. Autre donnée qu'on voit sur CoinGecko, là j'en parle, l'offre totale, donc le nombre réel de token MAI qui est en circulation, c'est dans les 307 millions. Le souci, c'est que ça, c'est le nombre qu'on peut retrouver sur Polygon Scan. Et sur Polygon Scan, on a le MAI qui est uniquement sur la blockchain Polygon. Mais le MAI, il est sur plein de blockchains. Regardez sur CoinGecko, hop, on l'a sur Avalanche, on l'a sur Phantom, on l'a sur Solana visiblement, Moonriver, Harmony, bref, il est vraiment sur énormément de blockchains. Donc, il y en a plus que 307 millions. Je suis sur l'explorateur de blockchain Polygon Scan et on voit que sur les 307 millions de mailles, il y en a 91 millions qui sont brûlés, qui sont sur une adresse de burn, donc qui sont plus en circulation. Il y a les 87 millions encore du bridge, mais là, il y a encore plein de trucs qui vont pas. Hein. Là, visiblement, il y a une autre adresse de burn, mais il y en a... Shidao, ils ont 64 millions de mailles, on sait pas trop pourquoi. Il y a une adresse qui en a 28 millions ici, c'est pas une adresse de contrat, donc c'est qui? C'est quelqu'un, c'est un protocole, mais c'est pas répertorié par Polygon Scan. On a des adresses de contrat, donc ça, c'est typiquement, il y a 6 millions de mailles, c'est peut-être une adresse sur AAV, sur Bifi Finance, sur je ne sais quoi. Bref, quand on va voir un petit peu les données sur l'explorateur de blockchain, je veux pas faire du FUD ou quoi que ce soit par rapport à ce stablecoin, je dis juste que
j'arrive pas à comprendre les tokenomics. Pour moi, il y a un truc qui me manque pour les comprendre réellement. Il y avait évidemment la news par rapport à la Russie qui allait lancer sa propre crypto adossée à l'or. Je crois que c'est pas la première news qu'on a par rapport à la Russie qui va lancer une crypto ou quoi que ce soit. Peut-être que cette fois-ci ça va vraiment se faire. Là il n'y avait pas la source, mais j'avais vu BFM Crypto aussi qui en parlait et c'était sourcé. Pas grand chose à dire sur cette news. Ça m'étonne pas trop de la Russie vu que les pays, je sais plus comment on appelle ça, les pays émergents si je me trompe pas, ils ont tendance à vouloir concurrencer un petit peu les États-Unis, tout ça, donc voilà, hein. Peut-être que plus tard on aura un autre standard en plus du dollar, on verra. 3 petites news encore, donc là c'est par rapport à la DeFi, c'est DeFi Llama qui répertorie, d'ailleurs on va en parler plusieurs fois dans le live, qui répertorie des données par rapport à la DeFi, à des blockchains, à des protocoles. Ils ont lancé un agrégateur de DEX, donc ça permet d'échanger en optimisant en fait des cryptos. Donc quand on va vouloir échanger de l'Ether contre de l'USDC par exemple sur ce screen, ça va regarder à plusieurs endroits où est-ce que c'est le meilleur ratio pour échanger. Alors par contre, je vois que sur le screen, il y a li.fi, et li.fi, c'est déjà un agrégateur de DEX. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, ça va comparer, en fait, ça peut comparer OneInch, Matcha, Paraswap en même temps, c'est craqué. Et pour rester dans les agrégateurs de DEX, OneInch Network, je sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, il y a moyen, mais ils ont lancé le mode fusion sur leur échangeur et ça permet de passer des transactions avec 0 frais. Vraiment, votre transaction est gratuite. Vous échangez des cryptos gratuitement sur la blockchain. Et en plus de ça, vous pouvez éviter les attaques sandwich. Ouais, c'est un nom à la con, mais vous pouvez éviter les attaques sandwich sur la DeFi. C'est plutôt pas mal. Dernière news, pas sponsorisée, mais bon, c'est Realty. Ils ont lancé leur nouvelle plateforme de marché secondaire pour revendre ces tokens, ou en acheter d'ailleurs. Hein. Donc je ferai bientôt un tutoriel dessus. C'est prévu. Peut-être dans la semaine si je suis déter, mais sinon au pire ça viendra pour la semaine prochaine. En tout cas, ce sera dans pas longtemps. Premier truc que j'ai noté, alors j'ai pas pris en compte les 3 premières bougies, là c'est 2010, 2011, 2012. Pour moi c'est pas assez pertinent, Bitcoin était trop petit. Ici, tout simplement, le pourcentage de hausse ou de baisse que Bitcoin a fait sur chaque année. Ça y est, on peut enfin voir les bougies annuelles sur TradingView. Avant on pouvait pas, fallait payer pour ça, sans déconner. Alors, on peut dire qu'il y a une tendance qui se décide un petit peu, parce qu'on a généralement, on fait 3 années de hausse, une année de baisse, 3 années de hausse, une année de baisse. Mais à mon avis, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on va pas faire 1095 jours de hausse et 365 jours de baisse. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les marchés financiers. Et à mon avis, au fil du temps, même si on reste sur un marché ultra cyclique sur Bitcoin, ça va forcément se décaler, parce que c'est pas possible qu'on fasse un truc parfait avec 1095 jours de hausse, 365 de baisse. Le fait que les cycles soient pas parfaits, hein, c'est pas rodé 3 années de hausse, une année de baisse, le marché peut totalement rester cyclique, même si on enchaîne sur une deuxième année de baisse. Franchement, pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que va donner 2023, trop tôt pour le dire, mais c'est moyen. Et en plus, niveau graphique, alors je suis pas du tout dans l'analysme chartisme ou quoi que ce soit, mais je reconnais quand même la bougie de ravalement. On a fait une bougie rouge plus grande que la bougie verte, et ça, généralement, c'est pas bon signe. Et puis on l'avait jamais fait avant. Grosse bougie verte, plus petite bougie rouge. Grosse bougie verte, plus petite bougie rouge. Donc, j'ai pas énormément d'espoir pour 2023. On verra ce que ça va donner. Franchement, je suis juste curieux de savoir ce que ça va donner. Le ratio ETH-BTC, donc un Ethereum, ça vaut combien de BTC? Si on regarde, là, mon graphique, il est sur en annuel encore. Si on regarde sur chaque année, ça a plutôt tendance à monter au fil du temps. Est-ce que ça va trouver une sorte de plafond de verre? Est-ce que c'est pas fait pour durer? J'en sais rien. Et là, j'ai les chiffres que vous voyez là, en fait, c'est la différence d'une année à une autre. C'est-à-dire que sur l'année 2017, on a pris plus 500% sur l'Ether contre le BTC. Sur 2018, on a perdu 34, etc. etc. Là, pour l'instant, il y a trop peu d'années, en fait. Il aurait fallu faire ça sur tous les 6 mois, tous les 3 mois pour voir s'il y a une sorte de cyclicité. Pour l'instant, il y a vraiment trop peu de données pour dire que c'est cyclique ou pas. Pour le coup, quand on regarde juste BTC tout seul, on a assez de données pour avoir un semblant de cyclicité. Hein, ça se voit en tout cas, hein. Mais là, ETH contre BTC, bof. Franchement, cette page-là, elle fait peur. J'ai pris le top 20 des cryptos sur chaque début d'année. Alors, parfois, j'ai fait avec CoinMarketCap, avec les données du passé. Donc, parfois, je me suis juste rapproché sur la fin de l'année 2017 pour l'année 2018 et la fin de l'année 2018 pour l'année 2019. C'est les valeurs les plus proches que j'avais du 1er janvier. Voilà. Globalement, j'ai essayé de faire en sorte de prendre des chiffres
qui étaient proches de celles du 1er janvier. Typiquement, là, le 1er janvier 2018, j'avais pas les données, mais j'avais les données du jour d'avant. C'était plus pertinent que d'aller chercher celle du 7 janvier. Voilà. Pourquoi j'ai mis du vert, pourquoi j'ai mis du rouge? Bah, en fait, les cryptos qui sont en vert, c'est les cryptos qui étaient moins chers à ce moment-là que au prix actuel, là, aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, en réalité, c'est le 1er janvier 2023, mais regardez, Bitcoin était à 16 625 $, et regardez en haut de l'écran, sur l'overlay, Bitcoin il est à 16 625 $. Il a quasiment pas bougé depuis 2 jours, donc voilà, on peut dire, globalement, en tout cas pour BTC, même pour ETH, hein, il n'est pas très loin, que c'est les valeurs de maintenant tout de suite, le 3 janvier à 20h40. Et en rouge, c'est les cryptos qui valent plus cher dans le passé. C'est ça là que j'avais envie d'aborder en premier. Il y a une sorte de malédiction autour de la 20e place. À chaque année, en début d'année, tout simplement, à chaque début d'année, si vous regardez les cryptos qui sont autour de la 20e place, elles sont toutes mortes. Sauf le Monacoin, mais c'est un vieux fork de Bitcoin que personne n'utilise. Alors bon, j'étais un peu méchant avec le Wave parce qu'il est pas mort en vrai. J'aurais plutôt dû le mettre en orange. Mais là, le 30 décembre 2018, c'était vraiment le bas du bear market. Le Waves, il valait dans les 3 $. Aujourd'hui, il vaut dans les 1 $. Donc c'est pour ça que je l'avais mis en rouge. Pour moi, le Waves, il a vraiment fait une très 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 mauvaise performance depuis. Il y a aussi certaines cryptos, vous voyez, j'ai mis des pourcentages à côté. Pourquoi je me suis embêté à mettre des pourcentages sur certaines cryptos? Eh ben, c'est très simple. Quand on regarde leur prix dans le passé, donc là, on est le 3 janvier 2016. Si vous allez voir le prix du PPC, si je dis pas de bêtises, c'est le Peercoin. Imaginons que vous ayez acheté 100 $ de Peercoin le 3 janvier 2016. Vous les avez toujours aujourd'hui. Et ben vous avez perdu que 15% sur cet investissement. Alors, pourquoi c'est si pertinent? Parce que vous avez quand même perdu 15% sur votre investissement, c'est pas ouf. Mais c'est sur une crypto toute pourrie que plus personne connaît, c'était il y a 7 ans. Et le truc, enfin, moi sincèrement, je pensais que toutes les cryptos qui étaient mortes il y a 7 ans, elles avaient fait des moins 99%. Alors, je suis quand même dans le top 20, donc forcément, on avait les plus gros projets. Si vous allez chercher une crypto du top 100 en 2016, là, c'est quasiment sûr qu'elle est à moins 100%, elle est morte de chez morte, mais je m'attendais pas à ce qu'une crypto de 2016, qui n'est plus du tout connue aujourd'hui, puisse avoir fait, entre guillemets, une si bonne, vraiment avec des gros guillemets, une si bonne performance. Genre, si on avait acheté 100 $ de Peercoin en 2016, aujourd'hui, on aurait encore l'équivalent de 85 $. Alors, bon, le seul souci, c'est que c'est très peu liquide hein, comme crypto, donc est-ce qu'on peut récupérer 85 $ dessus? Je suis pas sûr. Mais voilà. Ah oui, au début, j'avais cru voir un semblant de tendance, entre guillemets, genre, en fait, quand on achetait une crypto typiquement en bear market, ou plutôt dans la période d'accumulation, voire début de bull run, c'est vraiment les périodes où on avait le plus de chances d'avoir des retours sur investissement. Parce que là, en ce moment, on regarde des données, on est en bear market. Donc ça veut dire que si le Monero ici, si le Namecoin, qui connaît le Namecoin sans déconner, si le Namecoin, vous en aviez acheté en 2015 ou en 2016, s'il est vert, ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut plus qu'à l'époque. Alors que c'est une crypto toute pourrie que plus personne ne connaît. Enfin, je trouve ça assez dingue que d'avoir mis un billet il y a aussi longtemps, là en ce moment en bear market, c'est toujours rentable. Solana et Luna peuvent avoir de l'avenir malgré tout et risquent de performer sur le prochain bull run. Et là je passe un petit peu, je remets ma cam et je passe un petit peu en plein écran parce que je veux pas défendre Solana ou Luna, j'ai aucun des deux projets dans mon portefeuille, mais il y a quand même pas mal de gens qui tirent sur l'ambulance. Moi le premier, hein, je vais pas vous mentir, hein, sur Solana j'ai tendance à un peu tirer dessus, mais c'est sûr que ça va continuer d'exister Solana. Suffit de voir Cardano. Alors Cardano, pour le coup, ça construit quand même, mais c'est pas tant utilisé que ça. Enfin, Cardano, c'est un peu éclaté. Hein. Désolé s'il y a des fervents supporters, mais comparé à d'autres blockchains, c'est pas ouf Cardano en termes de données. Ethereum classique, je pense qu'Ethereum classique, c'est le meilleur exemple. Il a fait des perfs, mais abusé, franchement, sur ce cycle haussier. Et pourtant, il n'y a rien sur Ethereum classique. Donc ça m'étonnerait pas, en fait, que Solana et Luna fassent d'énormes perfs sur le prochain cycle, parce que les gens réfléchissent pas forcément sur quoi ils investissent. Là, le Luna, c'est une crypto qui est vraiment pas chère. Il y en a, ça leur suffit, en fait, comme argument pour investir. L'offre est ultra diluée en ce moment. Il y a des dizaines de milliers de cryptos, mais dans les précédents cycles, en 2017 ou en 2014, il n'y avait pas des dizaines de milliers de cryptos. En 2014, il y avait peut-être une centaine, voire peut-être 200, 300 cryptos. En 2017, il y avait peut-être 2000 cryptos, mais voilà, plus le temps passe et plus il y en a. Donc,
Typiquement, on va aller voir en fait les performances qu'ont fait les ALT de 2017 sur le cycle de 2022. Il y en a qui ont fait des perfs abusés. Genre, il y en a qui ont fait des 2000, des 5000%. À mon avis, là, si vous investissez sur le Solana, sur le Luna, n'espérez pas faire un 2000 ou un 5000% parce que l'offre du marché crypto est beaucoup plus liquide. L'argent est répandu sur beaucoup plus de projets. On va regarder donnée par donnée. Là, j'ai mis mes sources. Toutes les données sont calculées depuis les ATH de chaque crypto et selon l'ATH du cycle. Donc là, ça va être sur le bear market de 2018. Là, ça va être sur le bear market de 2021-2022. Je sais que techniquement, il n'est pas fini, mais on regarde ce qu'on a pour l'instant. Donc, ce que j'ai fait pour les dates, j'ai d'abord été sur le total crypto. J'ai regardé sur les cycles les points hauts et les points bas, mais finalement j'ai pas eu besoin des points bas, donc j'ai que regardé les points hauts. Pour le total crypto, c'était le 1er janvier 2018, donc j'ai été voir le classement crypto à cette date-là en utilisant CoinMarketCap. J'ai pris mes 20 cryptos sur le bear market de 2018. Là, vous comprenez vite fait un peu comment j'ai pu déterminer tous ces pourcentages. C'est tout simplement la différence entre le point haut et le point bas de ces 20 cryptos sur le bear market de 2018. Donc BTC, il a moins 77 en ce moment, donc il a moins baissé que 2018. On pourrait dire que c'est cool, c'est mieux. XRP, pareil, hein, moins 96, moins 85. ETH, moins 94, moins 82. Mine de rien, malgré les gros crashs qu'on a eu sur les cryptos en 2022, Terra Luna, FTX, je trouve quand même que le marché crypto se passe bien. Encore une fois, j'ai pas vécu le bear market de 2018, mais on est d'accord qu'en 2018, on n'avait pas connu d'événements similaires. Qu'est-ce que ça donne avec les données actuelles? Donc, avec les cryptos de ce cycle-là. Donc, j'ai été voir au top du bull run. Sur le crypto total, c'était le 7 novembre 2021. Je sais que je parle comme si c'était le bottom, laissez-moi venir. Là, on peut pas dire qu'on est au bottom maintenant. On peut juste voir avec les données qu'on a pour l'instant et regarder ce qu'on avait dans le passé et voir si ce qu'on a pour l'instant ça s'en rapproche ou pas. Quasiment toutes les cryptos sont à moins 90%, quelques exceptions qui sont pas dans le top 20 mais il y avait quelques exceptions, on en a parlé au tout début du live, il y a le OKB, il y a des cryptos qui ont réussi à se faire une petite place on va dire sur ce bear market. Il y a le token de Trust Wallet aussi. EGLD n'était pas dans le top 20 mais j'avais envie de le mettre parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent les rediffs et les lives qui en ont et qui aiment bien le projet. C'est pas le pire, hein. EGLD a pas fait les pires perfs mais c'est pas le meilleur non plus pour l'instant. Comment je peux estimer qu'on a une différence avec le bottom sur 2022? Ça je l'ai pas dit, mais en fait j'ai fait deux données différentes. J'ai fait une différence avec le cours actuel, donc là maintenant tout de suite combien vaut BTC, ETH, BNB, etc. Et une différence avec le bottom. Vous voyez que c'est totalement différent. BNB, il n'y a pas les mêmes valeurs. Ça veut dire que BNB a fait un bottom et il est remonté. Alors ça ne veut pas dire que ça va être le point bas de ce cycle baissier. Vous voyez, on est descendu à 183 $, on est remonté, donc forcément c'est pour ça que j'ai deux valeurs différentes. Vous allez voir les deux dernières données qui sont cachées, ça me donne envie limite de mettre 10 $ sur chaque crypto et d'attendre 3 ans et de voir ce qui va se passer. Parce que c'est hyper intéressant. Donc si on regarde depuis le bottom de 2018 à aujourd'hui, donc là c'est chaque crypto individuellement à leur bottom. J'ai été chercher manuellement toutes ces informations, je les ai notées dans le tableur. On peut voir le retour sur investissement du BTC. Alors évidemment, hein, toutes ces cryptos-là, il aurait fallu les acheter au bottom, ce qui est impossible. Mais si vous êtes 2 fois au-dessus du prix du bottom, si BTC son bottom c'était 100 $ et qu'en ce moment il est à 200 $, ça veut dire que le retour vous le divisez par 2. Et surtout que là on compare du point bas, si vous avez acheté du BTC dans ces eaux-là, ici, en 2019 on va dire. En ce moment, certes il y a une belle perf depuis 2019 à aujourd'hui, mais si on regarde par rapport à l'ATH de 2022, alors évidemment qui aurait vendu au top, c'est pareil, c'est les mêmes considérations, qui aurait vendu là? Personne. Mais on peut juste se rendre compte qu'il y a une tendance qui se dessine, c'est que peu importe la crypto sur laquelle vous avez investi, si vous l'avez acheté assez bas, elle a fait une perf sur le prochain cycle. Et on parle pas de petite performance, hein. Cardano on est sur du plus 11 000%. Hein. Alors évidemment là on va comparer un bottom et un top, c'est impossible d'acheter en bas, de revendre en haut, quasiment impossible. Il y a toujours quelques personnes qui vont réussir à acheter en bas et à vendre un petit peu en haut, mais globalement, si on fait une moyenne, les investisseurs sont plutôt perdants. Mais c'est ouf, je m'attendais pas à ça. Quand on regarde toutes les cryptos du top 20 de 2018 à leur bottom jusqu'au prochain ATH, c'est abusé. Je ne m'attendais pas à voir d'aussi bonnes performances. Et il y a beaucoup de cryptos qui sont au-dessus ou au niveau du BTC. Oui, c'est bien de parler de bottom et tout, mais personne n'achète les bottoms. La manière la plus safe, entre guillemets, ce serait d'acheter petit à petit, de faire un DCA. Alors,
il y a plusieurs façons de faire des DCA. La plus classique, c'est d'acheter un montant régulier, donc 25 $ par semaine par exemple. Mais j'ai fait une autre simulation avec la technique que je vous avais donnée il y a quelques mois. Donc je continue de faire ce DCA là d'ailleurs, d'acheter après les jours de baisse. Sauf que j'ai été récupérer des données du passé et j'ai simulé un DCA avec les données du passé si on faisait ça. Est-ce que c'était plus rentable ou pas? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Le premier DCA que j'ai simulé, alors je précise aussi, hein, c'est que sur Bitcoin. Je pourrais le faire aussi sur Ethereum, mais ça demande quand même pas mal de temps, donc n'hésitez pas à mettre des likes si vous regardez la rediff. Premier DCA, c'est 25 $ par semaine, tout bête. Donc c'est pendant un an. Ça veut dire que mon DCA, c'est un achat tous les lundis à 1h ou 2h du matin en France. Voilà. Globalement, c'est ça. Donc ça vous aurait fait investir 1300 $ dans l'année. Et aujourd'hui, les bitcoins que vous avez, ils ne valent plus que 867 $. Et encore, j'ai mis un prix du BTC de 16 700. En réalité, il est un peu en dessous en ce moment. Mais ça ne va pas énormément changer les calculs. Votre moyenne d'achat sur BTC sur 2022, c'est 25 000 $. Ensuite, deuxième simulation. Là, c'est le plus mauvais DCA, évidemment. Typiquement, regardez la moyenne d'achat. Si vous avez vu passer un peu de news avec Michael Saylor et MicroStrategy, c'est quasiment le prix en moyenne d'achat d'un Bitcoin de MicroStrategy. On est dans les 32 000 $. Là, c'est un scénario, en fait, on a fait du DCA, mais en plein bull run. Vous avez investi 2600 $ sur 2 ans. Aujourd'hui, vos BTC ne valent plus que 1346 $. C'est pas incroyable, moyenne d'achat 32 000 $. Mais bon, fallait s'y attendre. Hein, quand on investit en bull run, forcément, on investit quand le prix augmente. Mais au moins, ça lisse l'achat. Parce que vous voyez qu'il y a des fois, on a acheté à 57 000, 59 000, 50 000. En moyenne, on est à 32 000. Forcément, c'est-à-dire qu'il y a des fois aussi, on a acheté en dessous de 32 000, hein, surtout sur la fin 2022. DCA uniquement après les semaines de baisse, sans coefficient. Globalement, c'est acheté à chaque lendemain plutôt de bougies rouges. Nos BTC sont à moins 46%. Vous voyez que c'est pas beaucoup mieux en fait que de faire un DCA linéaire tout simple. Hein. Mais qu'est-ce que ça fait quand on rajoute un coefficient? Et déjà, qu'est-ce que c'est un coefficient? Tout simplement, on va regarder les baisses qu'on fait à chaque fois. Donc là, on a fait moins 6% sur cette semaine, moins 9, là on a fait moins 21, là on a fait moins 2. Et en fait, selon la baisse qu'on va faire, on va plus ou moins acheter. Alors, vous pouvez, là c'est totalement arbitraire, hein, j'ai fait ce cas de figure. Donc si on a fait une semaine avec moins 5% de baisse, enfin 5% ou moins, on investit 25 $. Si on est entre 5 et 10%, on investit 35. Entre 10 et 20, on investit 50. Et au-dessus de 20 $, on investit 70 $. Au-dessus de 20%, on investit 70 $. Je me suis dit qu'avec le coefficient, en fait, on allait acheter d'autant plus qu'on va faire des points encore plus bas. Donc je me suis dit, il y a aucune... Là, c'est sûr, on va avoir un ratio de perte qui est encore mieux, encore plus avantageux. Alors oui, techniquement, il est plus avantageux. Moins 46,6 à moins 46,5. Mais la différence, elle est infime en fait. Je pensais que le coefficient, ça allait apporter un truc, mais non, pas du tout. Donc là, c'est 25 $ par semaine pendant 3 ans. La spécificité, c'est que là, je suis remonté au 6 janvier 2020. Donc ça fait 3 ans. Et on a vécu un petit peu toutes les phases de marché en fait avec ce DCA là. 6 janvier 2020, ça veut dire qu'on a fait tout 2020, tout 2021, tout 2022. 2020, c'était une année d'accumulation. Oui, certes, il y a eu le crash du Covid pendant 2020, mais au moins ça a permis d'acheter du BTC dans les 5 000 $. Voilà, bêtement. Hein. 2021, année de bull run. Et 2022, c'est plus ou moins un début de bear market. Donc on a commencé à acheter cher au début 2022 et tout le long de l'année, on a acheté de moins en moins cher globalement. Donc en moyenne sur 3 ans, en moyenne on est perdant si on a mis 25 $ par semaine puisqu'on a une moyenne de 18 333 $ sur BTC, donc ça fait 9% de perte. Franchement c'est plutôt correct, là j'ai été chercher pendant 4 ans. Donc du 7 janvier 2019 au 26 décembre 2022, ce qui fait 4 ans de DCA. Donc 2019 c'était clairement une année de bear market, accumulation, c'est là que le prix du BTC a commencé à réaugmenter petit à petit. Ensuite on a eu 2020, on l'a dit, c'était encore une année d'accumulation, 2021 bull run, 2022 début du bear market. Donc là vraiment pendant 4 ans on a encore plus tout le cycle d'une crypto, du Bitcoin. C'est le premier qui a un retour positif. Alors il fallait être là en 2019 bien évidemment, mais en moyenne vous aurez acheté du BTC à 12 400 $, c'est quand même 3 fois plus cher que le premier achat, mais aujourd'hui Bitcoin est 4 fois plus cher, donc on s'en fout. On a 1800 $ de bénéf, on est à 34%. J'ai la sensation que comme on n'est pas passé de 20 000 à 10 000, les gens ils sont bloqués dans leur tête. Mais en fait passer de 40 000 à 30 000 et de 20 000 à 16 000, regardez les pourcentages. Alors c'est peut-être pas exactement pareil, mais 16 divisé par 20, ça fait moins 20%.
30 divisé par 40, ça fait moins 25%. C'est pas exactement pareil, on est d'accord. Là, clairement, hein, pour commencer une DCA, une DCA, on s'en fout, c'est un bon moment. Et là, j'avais fait une deuxième simulation en achetant justement au précédent bear market, enfin plutôt à la précédente phase d'accumulation, et en reprenant quand on est repassé sous les 20K. En fait, typiquement, si vous voyez ce que je suis en train de faire là sur ce scénario, c'est d'acheter en fait à chaque fois en dessous de l'ATH de 2017. Alors c'est pas parfait parce que j'ai pris des semaines qui m'arrangeaient, du coup il y en a pas mal en fait au-dessus de 20 000 $, mais globalement la reprise elle s'est faite autour de 20 000 $ quand on a vu le crash de Celsius. Ça donne que si on avait acheté pendant l'ancienne phase d'accumulation et qu'on commence à acheter à celle-ci, forcément hein, ça rehausse la moyenne, on n'est plus à 7 000 $ en moyenne parce que, comme je vous l'ai montré, on achète à 20 000, on achète à 19 000, donc forcément ça va remonter la moyenne, mais en retour on est toujours sur un très bon retour. J'aime bien suivre les tendances générales. Alors sur les cryptos c'est difficile parce qu'il y a y a genre des tendances dans les tendances, enfin c'est vraiment un petit monde, un petit écosystème, mais là globalement BTC, il peut aller chercher plus bas, mais on a fait le gros de la baisse et clairement pour moi c'est le bon moment pour commencer un DCA. Parce que le DCA c'est parfait comme stratégie quand vous n'avez pas envie de vous embêter, parce que ça prend ça s'étale sur pas mal de temps. Et ça ne vous demande pas d'être actif sur le marché, ça peut même s'automatiser maintenant le DCA. Et il commence à y avoir des acteurs aussi qui peuvent automatiser du DCA directement sur la blockchain Bitcoin sans passer par des plateformes centralisées. Donc peut-être qu'on en refera un live thématique au DCA, mais je sais pas. En tout cas, il faudrait que je creuse ce que ça donne sur Ethereum. Même si on a moins de données que BTC, en tout cas depuis 2019 on a déjà beaucoup de données sur Ether donc c'est suffisant, et il faut que j'essaye mon modèle là où j'achète toutes les semaines de baisse, après toutes les semaines de baisse, mais il faut que j'essaye de simuler ça en bear market, voir ce que ça a donné en bear market. Bonne soirée à tous, à mardi prochain, je sais pas encore ce que ce sera la thématique du prochain live, on verra. J'espère que ça vous a plu, salut tout le monde.